sécurisation des paiements électroniques, enjeux et défis dans l'UEMOA. Dans un contexte de guerre informationnelle, les hommes de médias sont appelés à plus de professionnalisme et de patriotisme dans le traitement de l'information afin de mieux aider le gouvernement. Le ministre en charge de la communication a présidé cet après-midi une rencontre d'échange entre les chargés de mission, les départements ministériels de la cellule de communication de la présidence et les responsables des médias publics. Le stationnement prolongé des véhicules et engins devant les stations-service et sur les voies publiques n'est plus toléré. Après la phase de sensibilisation, le SECOGEC brandit le bâton. Une vaste opération est en cours pour dégager ces engins. Et face à la situation, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur lance une collecte de fonds patriotiques pour soutenir l'État. Le gouverneur de la région de Kidal était dans le village de Koniba. Le général Eladj Gamou est venu encourager ses compatriotes de retour dans cette localité après la libération de la région depuis bientôt 2 ans. Cette nouvelle vague de plus de 100 familles a reçu le soutien des autorités de la transition afin de faciliter leur installation. Vous servir est un réel plaisir. Merci de renouveler votre confiance à la grande édition de ORTM 1. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le ministre de l'économie et des finances a présidé cet après-midi ici à Bamako l'ouverture des travaux de la première édition du Salon monétique national consacré aux moyens électroniques de paiement et d'échange. Il s'agit d'un ensemble de techniques et de technologies utilisées par les banques et autres structures financières dans le cadre des transactions financières. Le thème de cette première édition est sécurisation des paiements électroniques, enjeux et défis dans l'UEMOA. Le reportage de Alousseni Touri. Ce premier salon consacré à la monétique au Mali est l'occasion pour les professionnels du secteur d'échanger sur les préoccupations mais aussi les opportunités que recèle le domaine de la monétique qui est un moyen de paiement et d'échange électronique utilisé dans le monde entier. Sans être parmi les pays les plus distingués, le Mali n'en demeure pas moins un utilisateur assidu de ces moyens de paiement électronique. Cependant, les défis à relever sont énormes, d'où la nécessité de l'organisation de ce salon qui réunit les banques et établissements financiers, les prestataires de services monétiques, les commerçants et bien sûr les clients porteurs de cartes électroniques. Aujourd'hui, grâce aux réformes engagées par la BCEAO et au soutien du GIM UEMOA, l'espace UEMOA est sur le point de réussir l'un des défis majeurs de la finance numérique, l'interopérabilité des systèmes de paiement. L'interopérabilité, ce n'est pas seulement une question technique, c'est un enjeu économique, social et stratégique. Elle permettra aux citoyens d'utiliser leur carte ou leur téléphone mobile sur n'importe quel terminal ou guichet automatique. Aux banques, aux fintech et aux opérateurs de dialoguer aussi sur une même structure et à nos économies d'aller plus vite, plus loin et ensemble. La monétique reste une opportunité pour nos économies et la sécurité des moyens de paiement sont corollaires. La digitalisation des services financiers dans l'UEMOA progresse à un rythme remarquable. Les cartes bancaires, les applications mobiles, les paiements en ligne, l'interopérabilité ouvrent des opportunités inédites pour l'inclusion financière et le développement économique de notre région. Mais cette avancée s'accompagne d'un défi majeur, garantir la sécurité des transactions, protéger les données et maintenir la confiance des usagers. Sans sécurité, il n'y a pas de confiance et sans confiance, il n'y a pas d'adoption durable. La lutte contre la cybercriminalité, la fraude et le blanchiment imposent des efforts constants. Investir dans des infrastructures technologiques dans nos institutions, renforcer la réglementation et l'interopérabilité entre acteurs et surtout développer une culture de sécurité numérique auprès des utilisateurs. Ces défis ne peuvent être relevés que par une action collective et concertée entre banques, fintech, opérateurs de téléphonie, État et autorités de régulation. Ce premier salon monétique va faciliter l'avènement d'un environnement digital sécurisé permettant à notre pays de favoriser une amélioration significative du climat des affaires. Le gouvernement malien ambitionne de faire de notre pays un acteur majeur de l'écosystème monétique régional. La transformation numérique du secteur financier n'est plus une option. Elle constitue aujourd'hui une nécessité économique, sociale. Dans un contexte international marqué par l'évolution rapide des technologies en matière de paiement, le Mali se doit de consolider
son positionnement en favorisant la digitalisation des services financiers, la sécurisation et la transparence des transactions, l'inclusion financière durable et l'efficacité des systèmes de paiement. La monétique représente sans aucun doute un levier important de soutien à la croissance économique, à l'innovation financière et à l'accès équitable des populations aux services financiers. Au demeurant, notre ambition commune est claire, faire du Mali un acteur solide de l'écosystème monétique régional, performant, sécurisé et adapté aux besoins de nos populations et de nos entreprises. Plusieurs stands représentant différents acteurs exposent leur savoir-faire et montrent aux visiteurs les opportunités offertes au secteur de la monétique au Mali et dans la sous-région. Voilà, et le salon continue jusqu'à demain à mettre donc dans vos programmes. Fin cet après-midi des travaux de la 16e réunion annuelle des correspondants nationaux des bureaux de liaison de l'Organisation mondiale de la douane chargée du renseignement pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le thème de la rencontre était frontières fragiles et optimisation des recettes douanières dans la région de l'Organisation mondiale de la douane, Afrique de l'Ouest et du Centre, enjeux et perspectives. La rencontre a permis d'adopter plusieurs recommandations, notamment la poursuite de la sensibilisation des administrations douanières, l'évaluation des instructions cadres sur le renseignement, le renforcement du cadre de coopération entre les services de renseignement douanier, le reportage de Mamadou Fani. Après 5 jours de travaux, les experts des correspondants régionaux des renseignements douaniers pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont délibéré sur les questions qui permettront aux douanes d'être plus efficaces dans la lutte contre le trafic illicite des marchandises, le banditisme transfrontalier en vue d'optimiser les recettes douanières. Au terme de ces 5 jours de travaux, des recommandations ont été adoptées par les experts allant dans le sens de l'amélioration des renseignements douaniers. Poursuivre la sensibilisation des administrations de la région à intégrer les technologies émergentes, GeoInt, IA, outils de tracking, dans leurs mécanismes de lutte contre la fraude. Encourager les administrations membres à poursuivre l'évaluation des instructions cadres sur le renseignement déjà mises en place au niveau national. Engager un dialogue bilatéral avec les administrations douanières n'ayant pas encore acquis le NCN et le CENCOM national en vue de l'élaboration d'une feuille de route pour l'acquisition de ces importants outils. Il a été unanimement admis par les experts que la porosité des frontières, l'obsolescence des outils de contrôle dans un contexte de frontières fragilisées par des défis nouveaux constituait un frein pour les services dédiés à assurer une meilleure prise en charge des biens et des personnes tels que prescrits par les standards internationaux. Face à ces nombreux défis, le renseignement douanier se positionne comme un pilier stratégique. Vos travaux s'achèvent, mais le véritable défi, j'allais dire commence maintenant, mais continue. Il s'agit de transformer les recommandations en actions concrètes afin que nos frontières cessent d'être perçues comme des zones de fragilité pour devenir des espaces de sécurité, de prospérité et d'intégration régionale. Les participants à cette rencontre des correspondants nationaux des bureaux de liaison des renseignements douaniers de l'Organisation mondiale des douanes ont salué les responsables des douanes maliennes pour la bonne organisation de cette réunion. Des motions de remerciement ont été adressées au directeur général des douanes et aux autorités maliennes pour une bonne organisation de cette rencontre. Le Mali se dote d'une politique nationale de formation professionnelle. Le document a été validé par les représentants et partenaires du ministère de l'Emploi. Ce document couvre la période 2026-2030. Il définit les systèmes de formation pouvant faciliter l'insertion socio-professionnelle des couches en quête d'emploi. Le reportage de Fadema Keita.
Après la première politique nationale de formation professionnelle élaborée et validée en 2009, les experts du secteur de l'emploi et les partenaires sont en pleine analyse des chapitres et axes stratégiques de la nouvelle politique nationale de formation professionnelle qui couvrira la période 2026-2030. Ce document couvrant la période 2026-2030 s'inscrit dans la vision du Mali de construire un système de formation professionnelle inclusif, performant et innovant, au service de la productivité et de la compétitivité des secteurs productifs. Il vise également à faire de la formation professionnelle un levier d'équité sociale, d'inclusion et de développement durable. La validation du document de la nouvelle politique nationale de formation professionnelle 2026-2030 est une des réponses aux nombreux défis du moment. L'initiative est appréciée par les partenaires techniques et financiers. Et c'est un grand plaisir pour nous, partenaires techniques et financiers, de pouvoir prendre part à cette étape extrêmement importante qui, nous espérons, sera une étape clé pour la définition d'une vision pertinente, d'une vision moderne, mais surtout une vision inclusive. Sa mise en œuvre, si elle est conduite avec rigueur et constance, augure de belles perspectives pour le développement du sous-secteur et de la formation professionnelle à l'horizon 2030. Elle comporte des avantages multiples. L'élargissement, par exemple, de l'accès à la formation, le développement d'infrastructures adaptées, une meilleure adéquation formation-emploi, la diversification de l'offre de formation, le renforcement des capacités des acteurs, la promotion du genre et l'amélioration durable de la productivité nationale. Cette nouvelle politique cadre parfaitement sur le plan politico-institutionnel avec la vision Malikura Nyeta Strakaben Samba Fla Anibi Orni Sabama et avec la stratégie nationale de l'émergence et du développement durable 2024-2033. Le Mali renforce également sa coopération avec le Maroc et la Tunisie dans le domaine de l'éducation. Des boursiers maliens poursuivront leurs études dans ces pays. La cérémonie de mise en route au titre de l'année académique 2025-2026 a eu lieu hier dans la salle de conférence du ministère en charge de l'emploi, de la formation professionnelle. Le point avec Fantama Magnantao. Le Maroc et la Tunisie, comme les années précédentes, viennent de démontrer encore leur ferme détermination à accompagner le Mali dans l'éducation. Ils sont au nombre de 65 stagiaires maliens qui poursuivront des formations au Centre de formation professionnelle tunisienne et marocaine au titre de l'année 2025-2026 pour la session de novembre 2025. Ces enfants partent en Tunisie et au Maroc avec le flambeau du pays. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est de se comporter en bon ambassadeur, de donner le meilleur d'eux et de nous revenir avec de la bonne connaissance. Selon nos deux pays frères, avec lesquels le Mali entretient les liens historiques d'amitié, de coopération et de solidarité, l'éducation est la base incontournable pour le développement d'une nation. Je suis donc plutôt honoré, Madame la Ministre, d'être encore parmi vous. Je me rappelle, en 2023, j'ai assisté lors de mon arrivée au Mali d'une cérémonie pareille. On a suivi ça avec l'Agence marocaine de coopération internationale pour qu'on puisse vraiment former les meilleurs éléments au Mali et j'ai eu vraiment la chance d'en rencontrer beaucoup à leur retour. Je profite de cette occasion pour féliciter les stagiaires maliens pour leur brillante sélection et tout en leur souhaitant un avenir radieux, plein de succès, de bonheur et de féliciter leurs parents pour la même occasion. Le ministre en charge de l'emploi, très satisfait, a remercié les gouvernements de la Tunisie et du Maroc pour ces opportunités de formation offertes à notre jeunesse. Aux jeunes étudiants, je voudrais vous exhorter à cultiver l'excellence pendant tout votre séjour au Maroc et en Tunisie. À tirer le meilleur profit, faire de cette opportunité
une occasion non seulement de vous former, mais de représenter dignement et valablement votre pays. Les valeurs qui vous ont été incarnées dans votre famille, mais aussi au Mali, votre pays. Notons que nos 65 étudiants boursiers poursuivront leur formation pour le Maroc et la Tunisie dans le développement digital, le management hôtelier, l'infrastructure digitale, l'intelligence artificielle, pour ne citer que cela. Le gouverneur de la région de Kidal était dans le village de Koniba. Le général Eladji Gamou est venu encourager ses compatriotes de retour dans cette localité après la libération de la région depuis bientôt 2 ans. Cette nouvelle vague de plus de 100 familles a reçu le soutien des autorités de la transition afin de faciliter leur installation. Le reportage de Sidi El Medi Ag Albaka et Moussa Togo. Le général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de Kidal, est à Koniba pour constater les retours massifs des communautés dans leurs familles respectives. Ce retour a été facilité par les efforts des autorités régionales et les résultats engendrés suite aux opérations de ratissage menées par les FAMA à Kidal. Le déplacement ce matin à Koniba, c'est pour venir accueillir les populations déplacées de leurs villages qui sont de retour et pour les apporter l'assistance. En même temps, régler les problèmes d'eau parce que quand ils sont revenus, leur forage est un peu saboté. Donc nous sommes en train de tout faire pour que ce forage soit réparé aujourd'hui. C'est toujours dans le cadre de l'appui de l'administration au nom de hautes autorités de notre pays, maliennes, qui sont dans la nécessité, qui sont de retour, qui sont déplacés par l'insécurité depuis 2 mois. Donc aujourd'hui, Dieu merci, cette population est déjà là. Alhamdulillah, donc on est venu les saluer, les accueillir et puis leur apporter l'assistance. Un retour au bercail qui permet au gouverneur de Kidal de constater les besoins auxquels font face ces populations meurtries par les attaques des groupes armés terroristes, autant d'efforts salués par les communautés à la base. C'est tout le monde pour la mobilisation qui a été faite pour recevoir le gouverneur et sa suite. Et que nous sommes très contents de constater les retours effectifs d'au moins une centaine de ménages dans les villages de Koniba ici. Des populations qui ont été déplacées malgré elles de leur terroir, qui aujourd'hui sont là, elles sont en train de s'installer et elles s'installent très bien. Cela prouve vraiment que les autorités, les plus hautes autorités vraiment tiennent à la population malienne où qu'elle soit et que vraiment elles sont là pour la population. Sur instruction du gouverneur de Kidal pour faciliter la réinstallation de nos compatriotes, des opérations humanitaires seront enclenchées dans les heures qui suivent. La page AES nous conduit d'abord au Burkina Faso où a eu lieu la toute première édition du cérémonial militaire d'hommage au père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. C'était sous la présidence du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. Le point avec Bienvenue Taosa. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Cette célèbre phrase du père de la révolution d'août 83 garde tout son sens. Ce jeudi 6 novembre 2025 sur le site du mémorial Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le cérémonial d'hommage militaire se veut sobre, mais il conserve toute sa solennité. Cet instant rappelle que le Burkina Faso regorge de valeureux fils et filles prêts à marcher sur ses traces et à relever le pari de la victoire sur l'adversité. Après la grande relève de la garde du monument, place à la sortie des chevaux. Et pour la première édition de ce cérémonial voulu par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la représentation nationale marque son adhésion. Le capitaine Ibrahim Traoré
veut nous rappeler à tout instant l'engagement du père de la révolution burkinabé, les idéaux et les valeurs qu'il a défendues et que nous défendons, les valeurs du patriotisme, les valeurs de don de soi. Dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, nous avons plus que jamais besoin. Nous avons beaucoup de gratitude pour son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement pour cette initiative salutaire qui a été prise, qui non seulement rend hommage à Sankara, mais cultive en chaque Burkinabé, en chaque Africain, eh bien, les sentiments de patriotisme et qui montre à tous que lorsqu'on mérite la patrie reste reconnaissante. L'occasion est mise à profit pour lancer officiellement la campagne Mabrique pour Sankara visant à collecter des ressources pour la poursuite du projet du mémorial. Vous savez que le mémorial Thomas Sankara, c'est un vaste projet de plusieurs centaines de milliards. Et donc, instruction nous a également été donnée de travailler à mobiliser la participation communautaire, la participation citoyenne, pour que nous puissions, par nous-mêmes et de par nos moyens, financer cette ambition, cet ambitieux programme. À moyen terme, en tout cas, ce site, donc le mémorial Thomas Sankara et ses 12 compagnons, sera un site mondial qui va drainer des centaines, sinon des millions de visiteurs. Donc c'est ça notre ambition. Ce cérémonial d'hommage militaire se veut un rituel. Il se tient tous les premiers jeudis du mois et chaque Burkinabé est invité à y souscrire à travers une participation massive. Les forces de défense et de sécurité nigériennes poursuivent sans relâche leurs efforts pour garantir la quiétude et la protection des populations. Chaque mois, un bilan de leurs principales interventions à travers le pays est désormais présenté à travers la revue mensuelle des activités opérationnelles des FDS. Un aperçu des actions menées sur le terrain pour la sécurité du territoire et la stabilité nationale. Les grandes lignes de cette revue avec nos confrères de la télévision nigérienne. Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi avec détermination et sens du devoir leur mission sacrée de défense de la patrie. Les opérations aéroterrestres coordonnées ont permis de maintenir une pression continue. 229 terroristes neutralisés, 721 individus arrêtés pour faits de criminalité, complicité ou association de malfaiteurs. Sur le plan matériel, 27 armes de tout calibre, 39 chargeurs et plusieurs milliers de munitions, 9 900 bâtons de dynamite, 13 518 détonateurs pyrotechniques, 22 375 litres d'essence et 11 205 litres de gasoil, 1445 kg de cannabis et autres produits prohibés, 27 bonbons de mercure, 234 détecteurs de métaux et 121 motocyclettes, dont plusieurs récupérés dans les sanctuaires ennemis, 420 688 comprimés, capsules et gélules de substances interdites. Sous la pression soutenue des FDS, l'ennemi est aujourd'hui en déroute. Ne pouvant plus affronter nos troupes, ils tentent de recourir à des tactiques sournoises. 29 engins explosifs improvisés ont été détectés et détruits avant explosion. 11 autres ont explosé sans causer de pertes humaines. Fidèles à leur mission de défense du peuple, les forces de défense et de sécurité ont également poursuivi leurs actions humanitaires et sociales. Plus de 1500 poches de sang ont été volontairement collectées auprès des militaires au profit des hôpitaux nationaux. Le mois d'octobre a aussi été marqué par des avancées institutionnelles notables. Le 15 octobre à Niamey s'est tenue une réunion stratégique de haut niveau consacré à la montée en puissance de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan de la formation, l'école militaire supérieure de Niamey a lancé la rentrée solennelle du 5e cours d'état-major et de la 2e promotion de l'école de guerre. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire demeure globalement sous contrôle. La moisson est honorable, mais la mission continue. Nos forces de défense et de sécurité resteront debout, vigilantes et résolues jusqu'à la victoire finale.
retour à l'actualité nationale. En période de guerre informationnelle, les hommes de médias sont appelés à plus de professionnalisme et de patriotisme dans le traitement de l'information. Le ministre en charge de la communication a présidé cet après-midi une rencontre d'échange entre les chargés de mission des départements ministériels de la cellule de communication de la présidence et les responsables des médias publics. Le reportage de Aridou Matina. Au regard du contexte actuel caractérisé par la guerre informationnelle, il est plus que jamais nécessaire de renforcer la communication publique. C'est ainsi que le Centre d'information gouvernementale du Mali, SIGMON, dans sa mission de consolider et de valoriser la communication gouvernementale, initie cette rencontre avec les chargés de communication des différents départements ministériels pour améliorer la communication gouvernementale, surtout en temps de crise. Comme vous le savez, aujourd'hui, les attaques ne sont pas que militaires. Elles sont médiatiques, numériques et psychologiques. Face à cette guerre multicommunicationnelle, notre première ligne de défense est la parole de l'État. Une parole claire, crédible et unie. Nous devons parler d'une seule voix, avec discipline et cohérence. Chaque ministère, chaque porte-parole, chaque communicant public représente la crédibilité de l'action gouvernementale. Nos messages doivent être harmonisés, vérifiés et toujours orientés vers un seul objectif, renforcer la confiance des citoyens et protéger l'image du Mali. Ayant présidé la rencontre, le ministre en charge de la communication invite les participants à plus de mobilisation en ces temps de crise informationnelle avant de mettre l'accent sur 4 principes sur lesquels les chargés de communication devront s'appuyer. Notre objectif, la communication gouvernementale, doit s'articuler sur 4 points essentiels. Le premier, c'est l'unité du message gouvernemental. Le deuxième, c'est la réactivité et l'anticipation. Le troisième, c'est la valorisation des actions du gouvernement. Le quatrième, c'est la professionnalisation et la discipline. Donc, vraiment, c'est extrêmement important ces 4 points. Outre les chargés de communication des différents ministères, la réunion a également enregistré la participation de la cellule de communication de la présidence, de l'ORTM, de l'AMAP et de l'ANCD. Et qui parle de communiquer en situation de crise doit s'entourer de beaucoup plus de garanties pour davantage rendre visibles les efforts du gouvernement. Nous pouvons penser dans un premier temps à la bonne coordination. La bonne coordination se trouve être le levier de cette communication de crise. Et à ce niveau, je pense que l'initiative qui nous réunit aujourd'hui est la preuve palpable et une volonté affirmée du ministre de prendre à bras le corps la question. Aussi, ce que je voudrais dire à l'intention des chargés de communication des départements, c'est de comprendre que la communication n'est pas une simple action d'accompagnement. Au-delà de cet accompagnement, vous ne devez pas tout attendre de votre autorité, vous devez être une force de proposition. Et vous devez toujours vous positionner suivant une vision stratégique, donc qui vous permet d'anticiper sur les événements, de comprendre que derrière toute crise, il y a des opportunités à saisir. Notre communication doit être vraiment très structurée et je me dis que nous avons effectivement une stratégie de communication gouvernementale qui a été bien élaborée en 2020, que nous devrions normalement adapter à notre contexte, puisque cette communication prend en compte la communication des crises. Et c'est cette communication des crises que nous vivons aujourd'hui. Concernant la question que faut-il faire pour relever le défi communicationnel, qui est un levier stratégique de stabilité, les participants ont fait des propositions concrètes à qui des droits, y compris le SIGMON, qui est en train de mettre en place plusieurs initiatives, notamment l'élaboration d'une charte pour valoriser et renforcer la communication gouvernementale. Et dans le même ordre d'idées, le gouvernement multiplie les séances d'information et de sensibilisation afin de rassurer la population. C'est ainsi que le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a rencontré hier les pompistes dans la mouvance de la gestion efficace de la crise. Au cours de la rencontre, les pompistes ont été informés de la décision du gouvernement, celle d'ouvrir les pompes 24 heures sur 24 afin que la population s'approvisionne en carburant. C'est en présence de Youssouf Diakité.
Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, en rencontrant les pompistes des différentes stations-service, passe du coup le message du gouvernement, message relatif à la gestion de la crise du carburant. Dr Fassoum Coulibaly rassure qu'il s'agit d'une mobilisation collective pour la bonne fourniture des produits pétroliers, message bien perçu par les interlocuteurs du jour. Nous avons écouté ces messages que nous accueillons favorablement parce qu'il s'agit du Mali et aucun sacrifice n'est vain pour ce pays. Nous sommes un pays agressé et donc nous devrions tous être des soldats, des militaires. Nous devrions être au service de la nation, au service du peuple, pour faire face à cette crise qui touche tout le monde. Le ministre Fassoum Coulibaly rassure que les pompistes constituent l'un des maillons essentiels du circuit de distribution des produits pétroliers. Les gérants et les pompistes, qu'il fallait aussi les rencontrer et les remercier. Vous savez bien que lorsque le produit pétrolier arrive dans les stations d'essence, que c'est les pompistes qui servent les citoyens, qui passent souvent la nuit et la journée dans le rang. Et il n'est pas facile de gérer les humeurs des gens qui ont passé la nuit dans le rang. Donc, ce travail formidable qu'ils sont en train de faire, il est nécessaire aussi de les remercier. Et les pompistes ont un travail difficile. Difficile parce qu'il faut servir le client, il faut gérer l'argent du gérant également en même temps. Donc s'il y a trop d'attroupements, il peut s'énerver ou il peut arrêter de travailler. Donc on a estimé qu'il était nécessaire aussi qu'on les appelle, qu'on les encourage, qu'on les remercie, qu'ils puissent continuer à servir le pays pour que cette difficulté puisse passer. La deuxième raison, c'est que nous avions pris le 30 octobre 2025 un arrêté interministériel qui fixe les horaires de travail et les conditions de distribution des produits pétroliers. Et de cet arrêté interministériel, il est clairement dit que les stations doivent être ouvertes 24 heures sur 24. Ça veut dire que les pompistes doivent vendre 24 heures sur 24. À l'issue de la rencontre, chaque partie s'est engagée à jouer pleinement sa partition jusqu'à la stabilisation définitive de la situation. Au finish, il s'agit d'appliquer collectivement une intelligence stratégique pour l'atteinte des objectifs recherchés. Le gouvernement est donc plus que jamais déterminé à trouver des solutions urgentes afin d'atténuer les souffrances de la population. La preuve, des citernes camions sont escortées régulièrement en direction de Bamako et les capitales régionales. Plusieurs stations-service sont approvisionnées en carburant et les usagers s'en procurent. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage dirigée par Bokari Coulibaly. Il y a encore quelques semaines, trouver du carburant à Bamako relevait d'un véritable parcours du combattant. De longues files de motos et de véhicules s'étiraient devant les stations-service, témoignant de la rareté du carburant. Mais ces images semblent appartenir au passé. Aujourd'hui, la capitale respire mieux sur le plan approvisionnement. Bon, faut la alhamdulillah kan no ready parce que nere taran joarana never wakati mais never karane asoro. Un soulagement partagé par de nombreux usagers. La semaine passée, ma moto est restée 4 jours, ma moto est restée au service ici, à la maison aussi, faute de carburant. Il y a une évolution. Une amélioration sensible est résultat d'un ensemble d'actions engagées par les autorités de la transition pour renforcer la disponibilité du carburant dans la capitale. Meilleure coordination avec les transporteurs, suivi régulier des stocks, les mesures se multiplient pour prévenir toute pénurie prolongée. Un signal positif également pour les stations-service qui voient leurs cuves se remplir plus régulièrement. Dans ces derniers temps, circulation rouler en bonne manière. Des stations mieux approvisionnées, des clients plus sereins, mais aussi une logistique à surveiller en permanence pour maintenir les rythmes. Le gouvernement m'a fait la carburant nalila. Clients ont famu. Bega dondon sur nos gars au bechamam bois la voie. Ni mgoyata 10 000, 20 000, mumiga chiga dronga dauma. Mgo chamam sega soro, mais mgo manado bego ko iga plein à l'ego. Au de la kunwere anya décidé mobilité teme 20 000 gars. Moto tiki ko ni plein sega ko logu. Parce que moto ga tata mancha. Un espoir partagé par tous dans une capitale où chaque litre de carburant compte pour faire tourner les activités du quotidien. Le début de la pénurie jusqu'à maintenant, on a remarqué qu'il y a eu un peu d'évolution.
Parce que la semaine passée, la semaine surpassée, on pouvait remarquer dans la circulation qu'il n'y avait pas assez de véhicules. Mais maintenant, on voit qu'il y a plein de véhicules. Comme vous-même voyez, il y a un embouteillage partout. Donc on peut dire que ça va un peu. Mais on va demander à l'État de faire beaucoup d'efforts aussi. Donc on demande aussi à la population d'être patient. Donc c'est une crise qui est momentanée, donc on sait que l'État va trouver une solution. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est une crise qui est temporaire. Le carburant, c'est le souffle du quotidien à Bamako. Les efforts de la transition tracent peu à peu la voie d'une autonomie énergétique plus sûre. Un pas peut-être modeste, mais décisif vers un Mali qui roule mieux. Dans la cité du Kénédougou, de longues files sont constatées devant les stations-service d'hydrocarbures, tous en quête du précieux liquide. Malgré cette situation, dans une ville pas totalement en rupture, les populations font montre de discipline et de courtoisie. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux Sekou Konaté, Moussokoro Sérémé et Taïrou Konaté. Nous sommes devant la station-service NDC dans le quartier Sanomogo 1, au carrefour de la route nationale 11, qui relie Sikasso à Bobo Dioulasso au Burkina. Impressionnante est la file qui se forme, dans l'ordre, la discipline et la courtoisie. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la ville, à la station Sotraka, route de Boaké, ou KPS à Médine, l'ambiance est la même. Et les gérants rassurent quant à la disponibilité des stocks. Carburant Béatiba, qu'on appelle c'est Bébé Dosoro. Bébé Dosoro. Ambiance de Kama, bon, chicana mangachi. Parce que souvent, personnes âgées d'Obina, bon, Diago Yanga, Fogambi, faveur de l'Ouma, handicapé. Autorité et période de Dama, niveau de Dama, Pangana Temoka. Voiture, Wafla, moto Jakartani, Fenono, lui est 2000 francs. Bon, Katakatanou, Agnolou, 3000 francs. Le travail se déroule bien grâce à l'accompagnement de la police, de la gendarmerie, des forces de l'ordre ainsi que la jeunesse. Sous l'œil vigilant des forces de l'ordre, les représentants des conseils de la jeunesse sont là pour appuyer le personnel de la station et les services commencent. Dans les rangs, les populations se disant prêtes à payer ce prix pour notre pays. On l'a depuis 3 heures qu'on a ramené. On a mis bargada alay, essentiel qu'on veut sortir là. On a vu du ok, jamana nyamungoyi. Albi ou quoi prochita. Anti sengen ou anti nina. Ambu kobi, ambu koshi. Toronye ouatidi, atemetodo. Fanga ku demande donché. En temps de crise, tout le monde doit se patienter. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Donc ce qui est là, tout le monde doit se patienter afin de pouvoir résoudre la situation actuelle. Nous sommes mobilisés dans les stations qui sont opérationnelles partout au Mali aujourd'hui, plus Sikasso, pour vraiment veiller à la bonne distribution des carburants et ensuite sensibiliser les jeunes et la population pour qu'il n'y ait pas de désordre. Des sentiments qui confirment que le message des autorités distillé il y a quelques jours est bien perçu. Je profite pour saluer les pétroliers, les opérateurs économiques qui ont accepté de mettre les services pour la nation. Mais le grand remerciement, ça c'est la population de Sikasso. Le message que j'ai est d'abord à l'endroit des usagers. D'aller se servir au niveau des différentes stations seulement par besoin, de ne pas aller revendre, parce que tout ce que nous trouverons en train de revendre à un prix hors norme, la personne va répondre de ses actes. Zéro spéculation, zéro rétention, les services de l'État comme la direction du commerce et de la concurrence veillent. Et pour permettre aux usagers de s'approvisionner dans la quiétude, une vaste opération est en cours dans la ville de Bamako pour dégager les véhicules et engins stationnés devant les stations-service et sur les voies publiques. C'est une décision prise par les membres du Centre de coordination et de gestion des crises, SECOGEC. L'objectif principal est de réduire les cas d'accident et fluidifier la circulation. Cette opération est menée avec rigueur par la police nationale. Seydou Traoré et Abou Kone ont pris part hier au lancement de cette opération pour le RCM. Pour sécuriser les engins dans les stations de service de carburant et sur les routes, cette opération coup de poing de libération des servitudes des routes a été lancée par le Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC. Conformément au communiqué numéro 005 du 4 novembre 2025, il a été instruit dans le cadre
de l'amélioration de la sécurité publique, de dégager les véhicules abandonnés ou tout autre agent au niveau des stations et au niveau des voies adjacentes à ces stations. Donc aujourd'hui, il nous a été amené à dégager ces véhicules. Les grilles du groupement de sécurité routière et devant les responsables du Segojec et d'autres acteurs, nous avons enlevé quelques engins. Nous allons continuer cette opération pour amener la fluidité au niveau des aires de stationnement et encore pour assurer la sécurité publique parce qu'un agent abandonné constitue un danger. Les véhicules remorqués feront l'objet de sanctions conformément au code de la route. Il y a une procédure qui est mise en place. Les contrevenants vont être soumis à des amendes très fortes. L'approvisionnement continue. Les cargaisons d'hydrocarbures arrivent. Donc ils n'ont qu'à enlever de leur tête l'impression de pénurie. C'est cette impression qui fait même mal que la pénurie elle-même. L'opération démarrée à Sévininkro en commune 4 du sud de Bamako sera étendue à toute la capitale et dans les autres grandes villes du pays. Face à la détermination des forces de sécurité et des conducteurs de camions-citernes à approvisionner le pays en hydrocarbures malgré le blocus des terroristes, les messages d'encouragement et les gestes de solidarité ne faiblissent pas. Nombreux sont les citoyens aujourd'hui à saluer la bravoure et à rendre hommage à ces hommes qui répondent à l'appel du Mali au prix de leur vie souvent. Des patriotes qui méritent aujourd'hui la reconnaissance de toute la nation malienne. Sidiki Dameli nous en dit plus. Un convoi de plus de 300 camions-citernes est arrivé à Bamako sous escorte des forces armées maliennes ces derniers jours. C'est une réponse aux préoccupations des citoyens, mais aussi un message clair à l'endroit des terroristes qui veulent imposer leur diktat sur le pays. Ça ne marchera pas. La détermination du citoyen malien est sans limite, à commencer par le conducteur de camions-citernes qui, conscients de l'imminence des dangers, prennent la route, assurent leur mission d'approvisionnement pour que la vie de la nation ne s'arrête pas. Des conducteurs engagés aux côtés des forces armées maliennes qui escortent les convois au prix de leur sueur et de leur sang. Un engagement sans faille salué aujourd'hui par le peuple malien dans son ensemble. Merci beaucoup à les chauffeurs. Et merci encore les chauffeurs. Parce qu'ils donnent leur sang pour nous, les Maliens. Et que nous aussi, de retour, il faut les remercier. À l'image de ces citoyens, les autorités ne manquent pas d'occasion pour saluer la bravoure et la détermination de ces patriotes. Lundi dernier, à l'ouverture de la session du Haut Conseil des collectivités, une mention spéciale leur a été adressée par les conseillers nationaux. Notre pays subit des attaques terroristes dont le dessein est d'asphyxier économiquement notre nation en ciblant les bus, les camions de ravitaillement et même les citernes de carburant. Ces actes criminels renforcent au contraire la solidarité et l'unité du peuple malien autour des autorités. Il en est de même de la détermination et du courage de nos opérateurs économiques et leurs chauffeurs qui sont victimes de ces barbaries d'un autre âge. Enfin, comment ne pas saluer les énormes sacrifices consentis, la longue résilience et les parfaits élans de solidarité dont fait preuve le peuple malien, déterminé depuis le début de cette crise. Aujourd'hui, l'espoir est de mise avec les plans d'urgence du gouvernement pour l'organisation d'escorte des camions, des corridors au site de consommation, l'accompagnement des opérateurs économiques, le contrôle quotidien des stations d'essence pour éviter
la rétention. Et nos compatriotes établis à l'extérieur suivent de très près la situation du pays. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur appelle ses compatriotes à une mobilisation patriotique. Habib Silla lance une collecte de fonds pour soutenir l'effort national. Il est au micro de Awa Adamon Koulibaly et Aruna Diarra. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux que notre pays vit en ce moment appellent à un sursaut patriotique sous le leadership des plus hautes autorités du pays. La diaspora malienne constitue une force vive, respectée, admirée et décisive dans le moment où la nation l'appelle. En tant que filles et fils du Mali vivant à l'extérieur, nous restons liés par le même devoir moral envers la patrie. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur prend aujourd'hui l'initiative de lancer une mobilisation solidaire pour accompagner l'effort national en cours. À cet effet, il est demandé à chaque compatriote vivant à l'extérieur de contribuer à la collecte de fonds organisés pour soutenir le pays dans une démarche volontaire et inclusive. Chères sœurs, chers frères de la diaspora, quand la patrie souffre, c'est à ses enfants de se constituer en rempart. Et voilà, face à la situation de la crise des hydrocarbures, beaucoup de fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux. Vous pourrez suivre ce soir dans nos programmes l'émission Démêler le vrai du faux, une présentation de Abdoulaye Keïta, et je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. Pendant cette période de pénurie de carburant due au blocus imposé par des groupes armés terroristes, plusieurs anciennes images de camions-citernes incendiés ont refait surface sur les réseaux sociaux pour alimenter la propagande, s'aimer la confusion et amplifier la panique, comme vous pouvez le voir ici. Avec l'effort conjugué des autorités, des opérateurs économiques, plus de 1200 camions-citernes escortés par les FAMA sont bien arrivés à destination. Faisons attention à la propagande et à la tentative de désinformation qui sévit sur les réseaux sociaux. Cette image est donc du fake. L'ambassade américaine à Bamako a publié une alerte de sécurité de niveau 4 dans le but de prévenir ses ressortissants contre les éventuels risques liés à la situation actuelle de pénurie de carburant. Suite à cette annonce, de folles rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux affirmant que Bamako va être attaqué ou que les Américains s'enfuient avant une offensive. Mais qu'en est-il vraiment? Ce type d'alerte de sécurité est une procédure normale. Les États-Unis en diffusent souvent, selon le niveau de sécurité dans chaque pays. En diplomatie, ces alertes visent avant tout à informer leurs ressortissants. Quelques jours après, Christopher Lando, diplomate américain, a félicité les forces armées maliennes FAMA pour leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Vous remarquerez que ce poste qui encourage les efforts des autorités maliennes n'a pas eu autant d'écho que les publications qui alimentent la propagande et sèment la peur. Restons vigilants. Voilà, démêler le vrai du faux, à suivre l'intégralité après cette édition. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que ce vendredi 7 novembre 2025, les femmes ont déjoué des attaques terroristes respectivement à Herema-Kono dans la région de Sikasso à 4h30, Soumpi dans la région de Tombouctou à 14h. Ces attaques ont été repoussées vigoureusement, suivies de ratissage avec d'importantes pertes infligées aux terroristes, tant humaines que matérielles. Les appuis des vecteurs aériens ont permis de localiser et neutraliser les rescapés terroristes en débandade. L'état-major général des armées rassure de l'engagement des FAMA à défendre le territoire national. Nous restons dans le domaine sécuritaire. La situation reste stable dans la région de Tombouctou. Cette information a été donnée lors de la rencontre du comité consultatif de sécurité de la région. Ce comité accompagne les autorités régionales dans le partage des initiatives de paix et de sécurité depuis la cité des 333 saints. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko.
À cette rencontre du comité consultatif de sécurité de la région de Tombouctou, il s'agissait d'évaluer la situation sécuritaire actuelle dans la région et recueillir les préoccupations des communautés en matière de sécurisation des personnes et de leurs biens et proposer des solutions. Le Centre pour le dialogue humanitaire accompagne et soutient les autorités régionales à travers ses initiatives de dialogue, d'échange, mais également de soutien aux actions des forces de défense et de sécurité dans la région de Tombouctou. Ces cadres ont permis de résoudre beaucoup de préoccupations et de répondre aux différentes recommandations que les leaders communautaires des différents cercles de la région ont formulées ici à travers les rencontres précédentes. Cette rencontre qui a duré 2 jours a regroupé, outre les membres du comité consultatif, les forces de défense et de sécurité, les leaders religieux et les légitimités traditionnelles. Après la présentation de la situation sécuritaire globale dans la région de Tombouctou par les FAMA, je suis ravi ce matin de réunir les représentants des services techniques et des organisations de la société civile à l'occasion de la rencontre des membres du comité consultatif régional de sécurité élargi à plusieurs autres acteurs de la société civile en vue d'une gestion beaucoup plus inclusive de la sécurité dans notre région Tombouctou. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées, à savoir renforcer et multiplier les patrouilles dans les gourmands, restaurer la confiance entre les populations et les autorités militaires et multiplier les actions civilo-militaires. Les capacités opérationnelles de l'hôpital Fousseini Ndao de Caille se renforcent. Cette structure hospitalière est dotée d'un scanner et des kits de dialyse, un don offert par la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola pour un coût estimé à plus de 600 millions de francs CFA. Kabadjara, reportage. D'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA, ce scanner et ses kits de dialyse offerts à l'hôpital régional Alfousseni Ndao de Caille par la CEMOS SA viennent s'ajouter à la longue liste de la donation de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola SA. Notre vision est de faire de l'hôpital Fousseini Ndao de Caille un hôpital de référence, un hôpital accueillant, un hôpital performant et pleinement au service de la population à l'horizon 2029. C'est pourquoi je tiens à exprimer nos sincères remerciements à la société CEMOS SA. Grâce à son appui généreux, notre hôpital est aujourd'hui doté d'un scanner moderne et de kits de dialyse. Avec ces 2 unités spécialisées, équipées d'appareils de technologie de pointe, la direction générale de la CEMOS et le groupe Allian entendent apporter leur modeste contribution qui viennent en appui aux efforts du gouvernement pour assurer et garantir une meilleure santé aux populations à moindre coût. Pour le chef de l'exécutif régional, l'acquisition de ce scanner représente une avancée technologique et médicale considérable pour l'hôpital Alfousseni Ndao, qui devient ainsi un des hôpitaux les mieux équipés du Mali en matière de diagnostic par imagerie. Je tiens à rendre un hommage appuyé à la CEMOS SA pour cet acte de haute portée sociale. Votre geste vient d'être une simple contribution matérielle, traduit un engagement citoyen exemplaire. Vous démontrez par là que l'entreprise minière peut être un véritable acteur de développement durable. Le gouverneur, accompagné d'une délégation, a visité d'abord le centre de dialyse et l'unité de néonatologie avant de procéder à la remise officielle du scanner et des kits destinés au centre de dialyse offert par la CEMOS SA. Les performances des entreprises maliennes sont reconnues et primées au Gabon. Les matelas Dodo de l'entreprise plastique et élastomère du Mali, PME Dodo, ont remporté le prix de meilleure qualité de la 5e édition des Awards 2025. Il s'agit d'une distinction qui récompense les meilleurs produits des entreprises africaines. L'événement a été organisé cette année à Libreville au Gabon par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le prix a été remis ce matin par le ministre de l'Industrie et du Commerce. C'était en présence de notre reporter Batraouri. Les matelas Dodo de l'entreprise plastique et élastomère du Mali, PM Dodo, désormais meilleure marque 2025 de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La 5e édition des prix Ewar des marques OAPI tenue à Libreville au Gabon du 8 au 10 octobre dernier a vu l'entreprise PM se distinguer à travers son produit, le matelas Dodo. Cette distinction célèbre l'excellence, l'innovation et la constance. Mais elle nous rappelle surtout que la propriété intellectuelle est un véritable capital. Chaque marque,
Chaque innovation protégée est un pas de plus vers un développement durable et une compétitivité renforcée de nos États membres. C'est une première pour le Mali et pour l'entreprise PEM Dodo qui se place au sommet de près de 200 entreprises africaines présentes au Gabon lors de ce vaste marché des marques. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à porter haut les couleurs de l'industrie malienne. À travers le continent africain et au-delà, nous continuerons à œuvrer pour que les marques du Mali soient reconnues, recherchées, respectées dans tous les domaines où notre pays, le Mali, innove, crée et commerce. C'est l'industrie qui crée la valeur. C'est l'industrie qui crée la croissance économique. C'est l'industrie qui crée l'emploi. C'est l'industrie qui crée la richesse. C'est pourquoi promouvoir l'industrie n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. Et cette exigence que nous célébrons à travers cette cérémonie. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a ajouté que ces prix réconfortent le monde intellectuel du Mali. C'est pourquoi il a, au nom du gouvernement, salué la distinction en souhaitant que cet exemple soit suivi par d'autres entreprises. 187 millions de francs CFA, c'est le montant investi dans la construction de nouvelles écoles dans 4 quartiers de la commune urbaine de Kati. Il s'agit de Koko Plateau, Atetebougou, Mission, Remakono et Banambani. Le but est de rapprocher ainsi les élèves de leur salle de classe, de leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Le reportage de Souma Waidara. 187 millions de francs CFA pour construire le futur des élèves de Kati. La mairie a investi cette somme pour doter 4 quartiers de la commune urbaine de Kati de nouvelles écoles. Une initiative qui renforce le système éducatif de la localité. Un bloc de 3 salles de classe avec 2 blocs de 3 latrines à l'école de Kati Mission, 2 blocs de 3 latrines et une direction à l'école de Koko Plateau à Tétébougou pour un montant de 61 millions de francs CFA. Un bloc de 3 salles de classe avec un bloc de 3 latrines à l'école de Remakono et l'intégration de 4 toilettes dans 4 bureaux à la mairie de la commune urbaine de Kati pour un montant de 47 500 000. 2 blocs de 3 salles de classe à l'école de Kati Koko Plateau à Tétébougou pour un montant de 49 400 000 fonds PEDREAS. L'équipement des écoles publiques de Koko Plateau à Tétébougou, Remakono, Mission et Banambani pour un montant de 29 399 700 francs CFA. Le CAP de Kati, pour sa part, s'engage à assurer le bon usage, l'entretien et la gestion rigoureuse des salles de classe et équipements reçus, afin qu'ils servent durablement les générations d'apprenants à venir. Cette réalisation de la mairie apporte une réponse aux besoins d'infrastructures scolaires. Elle offre également aux élèves un environnement d'apprentissage plus adapté. Ces infrastructures vont améliorer la qualité de l'enseignement en assurant une certaine commodité dans les salles de classe et désengorger les effectifs pléthoriques que connaissent la plupart de nos écoles. La première vocation d'une collectivité territoriale, c'est de promouvoir le développement local. Avec ces nouvelles écoles plus proches des apprenants, le droit à l'éducation se concrétise dans le cercle de Kati. Les acteurs des énergies renouvelables et de la bioénergie sont réunis à Bamako à la faveur d'un atelier sur la mise en place d'un cadre national de concertation des acteurs autour de la technologie du biodigesteur au Mali. La rencontre devra permettre de cartographier les acteurs clés intervenant dans la filière biogaz afin d'élaborer un plan d'engagement des parties prenantes. Djema Moussa Kounate, reportage. Partager avec les participants l'état des lieux sur la technologie du biodigesteur, répertorier tous les acteurs clés intervenant dans la filière du biogaz, mettre en place un cadre de concertation nationale biodigesteur, tels sont quelques objectifs de cet atelier. La rencontre vise aussi à formaliser le cadre pour pouvoir mettre en œuvre un plan d'action. Le développement de la technologie du biogaz, communément appelé biodigesteur, s'est avéré une alternative au gaz butane, au bois et au charbon de bois et constitue aujourd'hui une opportunité d'amélioration des rendements agricoles par l'utilisation du digesta comme fertilisant. Permettez-moi encore de remercier la BAOC et la SNV pour leur appui financier
et leur accompagnement technique. Les acteurs des énergies renouvelables et de la bioénergie estiment que c'est la synergie d'action qui déterminera la réussite de la promotion de la technologie du biodigesteur et fera d'elle une filière stratégique. Il convient de rappeler que le secteur des biodigesteurs se trouve aujourd'hui confronté à un certain nombre de défis majeurs, parmi lesquels on peut citer le déficit de communication entre les différents acteurs de la filière, la méconnaissance de la majorité des acteurs de la structure mandatée par l'État pour coordonner les interventions dans le secteur, le manque de statistiques nationales fiables sur le secteur, l'insuffisance de financement dans le secteur. La technologie du biodigesteur permet de réduire les déchets organiques et à améliorer les conditions de vie des ménages. Prennent part à cet atelier les structures techniques de l'État, le secteur privé, les ONG, les fêtières et les organisations paysannes. Ce journal se referme, mais ne décrochez pas. Vous pourrez suivre juste après ce journal l'intégralité de la rencontre du Premier ministre hier avec les transporteurs et également dans nos programmes le 7e numéro de Gouv Action. C'est une production du Centre d'information gouvernementale du Mali Sigma en collaboration avec l'ERTM sur les réalisations et actions concrètes du gouvernement. Gouv Action, c'est après ce journal avec une présentation de Famoussa Sidibé en français et Idrissa Sidibé en bamanankan. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères.